Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir le président de la compagnie financière d'investissement et de crédit, auteur du plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo et président de la plateforme La Force du Changement. Vous l'avez sans nul doute deviné, eh bien, je reçois pour vous ce dimanche Noël Tchani. Très heureuse d'être avec nous, Noël Tchani. Je suis très content d'être votre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Noël Tchani, je commence par attaquer directement. On dit souvent de vous, candidat malheureux à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous ressentez quand on le formule ainsi, candidat malheureux? Est-ce que ce titre va vous coller toute votre vie? Au fait, je crois que les gens commettent une erreur énorme. Je suis de tous les candidats à l'élection présidentielle de décembre 2018, le candidat le plus heureux dans ce groupe-là. Et je pense qu'il y a eu un candidat malheureux dans le groupe. Ce candidat malheureux s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tous les problèmes, tous les défis de la République et de la population congolaise sur son dos. Mais moi, je dors tranquille. Je peux donner des conseils, je peux critiquer, mais en tout cas, je ne perds pas sommeil comme le ferait le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je crois que la population doit apprendre à ajuster donc ce langage-là. Je n'étais pas venu nécessairement pour gagner du coup. J'étais venu pour marquer les points et me préparer pour l'avenir. Et vous savez quoi? Il y aura une élection en 2023 et en 2028. Mais finalement, au bout du compte, je serai président de la République démocratique comme du François Congo, Mitterrand, tôt ou tard. Comme François Mitterrand, il a été persévérant. Hein. Beaucoup pensent que François Mitterrand a commencé à se présenter qu'en 1980. Moi, j'ai lu un peu l'histoire. Il a commencé déjà vers les années 70. Il s'était présenté littéralement 4 ou 5 fois avant d'être président de la République. Exactement. Voilà. Vous êtes président de la compagnie financière d'investissement et de crédit. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette compagnie? C'est une compagnie d'investissement que j'ai créée ici à Kinshasa, qui est enregistrée auprès donc des autorités compétentes. J'ai été au guichet unique pour avoir donc toutes les autorisations. La compagnie est reconnue. Aujourd'hui, il est question de mobiliser de l'argent, souvent de l'extérieur, et d'investir dans des projets spécifiques. À titre d'exemple, nous sommes en train de finaliser l'achat d'un terrain très important à la Gombe, sur lequel seront érigées 2 tours jumelles, à peu près 15 étages. Une tour va être consacrée aux appartements résidentiels, mais également l'autre tour au bureau. Et en dessous, il y aura donc un centre commercial. C'est un des projets. Mais deuxième projet, je suis en train d'acquérir donc des terres du côté du plateau de Bateke pour développer l'agriculture, produire certains produits qui nous manquent sur le marché de consommation. Et on va faire en sorte qu'on puisse les transformer, les mettre en boîte, pour ajouter de la valeur. Mais pourquoi avoir choisi seulement la commune de la Gombe? Beaucoup disent que la commune de la Gombe est largement saturée. Pourquoi ne pas aller ailleurs, créer presque... vous pouvez peut-être donner l'élan, Noël Tchani, créer cela vers la sortie de Kinshasa, vers Nsele et tout ça, et donner l'impulsion d'une nouvelle ville vers ce côté-là. Pourquoi tout centraliser toujours vers la Gombe? La Gombe est largement saturée. Vous avez totalement raison. Il s'est fait juste que je suis tombé sur une opportunité à la Gombe. Je ne voudrais pas perdre. Quel que soit le développement que va connaître le pays, Gombe restera Gombe. Ce sera toujours la République de la Gombe. Donc ça ne ferait pas du mal d'avoir un investissement donc, au sein de cette commune-là. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait aussi aller au-delà de ça, au-delà de cette ville-là. Et d'ailleurs, je venais de parler tout à l'heure avec M. Gabriel Chabani, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a un projet de développement des infrastructures sociales en dehors de la ville. J'ai pris rendez-vous avec lui parce que je voudrais qu'on mette nos têtes ensemble et qu'on voit dans quelle mesure on peut populariser ce projet-là pour le rendre donc accessible à la grande partie de la population congolaise. C'est à Picongo, donc nous allons en parler tout à l'heure, mais je vais revenir quand même à une question de curiosité parce que j'ai tweeté tout à l'heure que je vous recevais. Beaucoup m'ont dit de vous poser cette question avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Le poste de gouverneur de la Banque centrale, c'est vrai que vous avez dit
n'importe quel poste en République démocratique du Congo, mais beaucoup de Congolais voient en vous un potentiel gouverneur de la Banque centrale, un potentiel ministre des Finances, un potentiel, je ne sais pas, il y a beaucoup de postes liés à l'économie. Vous voyez vous-même gouverneur de la Banque centrale? Est-ce que tous les propos, les tweets aujourd'hui du soutien au chef de l'État, c'est pour avoir ce poste de gouverneur de la Banque centrale? Et je vais vous dire une chose que beaucoup de gens peut-être connaissent d'où je viens, ce que je fais comme étude, mais également ce que j'ai eu comme expérience professionnelle. J'ai étudié personnellement les banques et les finances, et pas n'importe où. J'ai étudié les banques et les finances dans le Wall Street à New York. Je suis sorti d'une école spécialisée en banque et finances avec MBA en banque, finance et marché financier, et j'ai travaillé dans le Wall Street, dans l'une des plus grandes banques du monde, la plus grande banque du monde, JP Morgan Chase, après avoir été à la Republic National Bank of New York, qui est devenue Hong Kong Shanghai Banking Corporation, mais également après avoir passé quelques temps à la Citibank. Donc, 10 années de banques commerciales et de banques d'investissement donc à New York, et après cela, je suis allé à la Banque mondiale. Pendant 30 ans, tout ce que j'ai fait, c'était les réformes du secteur financier, développement du secteur privé, réforme des banques centrales, réforme des banques commerciales, restructuration des banques commerciales. Donc c'est mon domaine de prédilection. Il est tout à fait normal que les gens qui connaissent ce parcours-là se disent que cette personne est qualifiée pour travailler comme gouverneur ou bien ministre des Finances. Nous allons passer dans le vif du sujet, mais je ne peux pas... les gens à dire ça. Est-ce que vous avez l'impression, Noé Tchani, que, que ce pays ne vous mérite pas? Non, une pas question du de tout. curiosité, que vous vous sentez un peu découragé, que vos valeurs, tout ce que vous avez fait comme études, comme fonction, que le pays ne vous reconnaît pas cela, Non, que pas le du- Congo ne vous aime pas, en fait. Non, pas je du le tout. formule ainsi. Moi, je suis l'enfant chéri de la République démocratique du Congo et je vais vous dire pourquoi. Vous savez que je suis un produit 100% congolais fabriqué par la RDC. Donc, quel que soit ce qui m'arrive, j'ai été façonné par ce pays. Envoyé à l'étranger avec la bourse du gouvernement du Zaïre à l'époque, je n'ai pu devenir ce que je suis que grâce au soutien de mon gouvernement et au soutien du peuple congolais. Donc, on ne se rebelle jamais contre son propre pays. Moi, j'adore le Congo, j'adore le peuple congolais et je sais que le Congo et le peuple congolais, ils attendent beaucoup de moi et ils m'adorent aussi. Merci beaucoup. Nous allons aller maintenant à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Vous le savez, Janine Mabunda est tombée. C'était plus qu'un match entre Real et Barcelone parce que tout le monde était focalisé. On a vu le décompte, comment ça s'est passé et... Au sifflet final, on a eu cette joie dans la capitale. Voilà, donc rien à dire. Janine Mabunda est tombée et beaucoup se posent des questions. Est-ce que le FCC a sanctionné simplement Mabunda ou le FCC est entré réellement dans l'union sacrée? C'est vraiment ça la grande problématique parce que j'ai suivi le tweet de Patrick Kanga, que je suis sur Twitter. Il a dit rien n'est encore joué. Beaucoup de gens du FCC disent rien n'est encore joué parce qu'on verra ça lors de l'élection du bureau définitif. Je veux en parler tout à l'heure avec mon invité et nous allons en savoir un peu plus ce qu'il pense de l'après Mabunda. Premier condensé, mesdames et messieurs. C'est un test réussi par le camp du président Félix Tshisekedi et l'opposition qui était jusqu'ici pourtant officiellement minoritaire au Parlement. Les députés pétitionnaires ont évincé du perchoir Janine Mabunda, élue présidente de l'Assemblée nationale, et ses 5 membres du bureau, ouvrant la voie à une requalification de la majorité telle que voulue par Félix Tshisekedi. Sur les 484 votants, 281 ont voté pour le départ de Janine Mabunda et 200 ont voté contre. 265 ont voté pour le départ de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, 215 ont voté contre. 260 pétitionnaires ont voté pour le départ du rapporteur et 220 seulement ont voté contre. Pour le questeur, 272 ont dit oui pour le départ et 207 ont voté contre. Un score qui a permis au président du bureau d'âge de confirmer au nom de l'Assemblée nationale la déchéance de Janine Mabunda. Pour rappel, le 6 décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait annoncé la nomination d'un informateur en charge d'identifier une nouvelle majorité mettant ipso facto fin à la coalition avec Joseph Kabila.
un processus qui tend à se concrétiser. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, en vertu des articles 139 et 140, un comité ad hoc composé de différents députés représentant les différentes sensibilités politiques avait investigué, audité la gestion de ce bureau. Et ce rapport a été présenté et adopté le 7 juillet en plénière par vous tous ici présents. Qu'au-delà des incidents et accidents, péripéties de tous ordres qui ont entouré le contexte de travail dans notre institution, si nous n'avons été ou mal compris, ou si vous avez peut-être mal perçu telle ou telle chose, acte, initiative du bureau et de la présidente de l'Assemblée nationale, nous nous en excusons. Néanmoins, en ce qui concerne l'accusation formulée contre ma personne relative au refus de participer à la cérémonie de prestation de 3 juges constitutionnels, je rappelle à votre attention que cette décision a été prise au cours de la conférence des présidents le 20 octobre 2020, sanctionnée par communiqué. L'Assemblée nationale est une institution complexe avec ses 500 députés et ses 1000 employés que je remercie ici. Et cela étant dit, se basant sur les éléments purement techniques et non politiques, j'invite l'auguste Assemblée à rejeter cette pétition formulée à notre endroit. Noël Tchani, nous avons suivi les propos de Janine Mabunda. L'émotion étant tombée, parce que moi je pense à Senghor qui dit l'émotion est nègre et la raison est hélène, devenons un peu hélène. L'émotion étant retombée, nous analysons à froid. Noël Tchani, est-ce que les députés ont-ils sanctionné le bureau de l'Assemblée nationale ou la personne physique de Janine Mabunda? D'abord, je voudrais saluer les députés nationaux parce que à travers leur acte ici, je pense qu'ils ont sauvé la République démocratique du Congo. Ce sont nos héros et je voudrais les féliciter pour cela. Ils ont sanctionné les deux, et le bureau et Mme Mabunda. Pour quelle raison? Depuis que Mme Mabunda est présidente de l'Assemblée nationale, elle s'est comportée beaucoup plus comme une caporale qui obéissait aux ordres venant de son général basé à Kingakati. Je vais donner 2 ou 3 exemples pour vous en convaincre. Le premier exemple est qu'il y a eu le choix du président de la CENI, Ronsard Malonda. Choix fait de façon rocambolesque par quelques confessions religieuses, sans avoir la signature de tout le monde. Les catholiques et les protestants avaient rejeté ce choix-là, n'avaient pas signé le rapport. On transmet le rapport à Mme Mabunda au lieu d'utiliser son intelligence pour voir que l'opération n'était pas faite de façon régulière et qu'il y avait des confessions religieuses qui n'étaient pas d'accord avec. Elle a dû organiser un vote tout à fait rocambolesque, valider cette sélection, envoyer le rapport au président de la République en disant « S'il vous plaît, procédez à la nomination de Ronsard Malonda comme président de la CENI ». Et le président s'est rendu compte qu'elle n'avait pas raison, il a rejeté ce rapport-là. Ça montrait déjà que Mme Mabunda n'avait pas l'intérêt du peuple congolais en vue. Elle agissait beaucoup plus sous les ordres donc de son général à Kingakati. Deuxième exemple, il y a eu deux députés nationaux, M. Sakata et M. Minaku, qui ont conçu 2 projets de loi tendant à réduire l'indépendance de la justice. Ils ont présenté au bureau de Mme Mabunda. Au lieu de pouvoir recaler ça, elle était prête à organiser donc le vote très rapidement parce que ce sont des députés nationaux venant donc de sa famille politique. Or, ce projet-là réduisait l'indépendance de la justice. Elle a démontré purement et simplement qu'elle n'agissait pas dans l'intérêt du peuple congolais. Elle a révolté les députés nationaux, toutes tendances confondues. Ceux du FCC, ceux du CACH et d'autres groupements politiques qui n'étaient pas représentés dans cette famille-là. Par conséquent, les députés ont saisi cette opportunité pour lui dire « assez, c'est assez ».
vous devez sortir de là. Donc, elle est sortie par la petite porte. Hein. Elle est sortie par la très petite porte. Et d'ailleurs, je suis très peiné parce que c'était la première femme congolaise à occuper un poste aussi important de président de l'Assemblée nationale. On m'a dit la deuxième. Il y avait une dame Soumzé à l'époque. Le nom m'échappe, mais c'est pas la première. Parce qu'on m'a fait aussi cette remarque. Elle n'est pas la première. Cette dame était présidente de l'Assemblée nationale. Omatuku Soumzé. Donc oui. Je ne connais donc, pas. Voilà, c'est pas la première, c'est la deuxième. Mais moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes et surtout pour la promotion des femmes pour qu'elles puissent occuper des postes de premier plan sur le plan national. Voilà. Donc, elle a en quelque sorte donc, cassé cet enthousiasme-là. Voilà. Donc, elle a réduit les chances pour que les femmes soient encore speakers de la Chambre basse. Mais elle est quand même allée au Conseil d'État. Hein. Je vais vous lire cela pour plus de clarté, mesdames et messieurs, permettez-moi cela, mais vous le savez, elle est allée à l'Assemblée, au Conseil d'État. Merci, donnez-moi une minute, je vais vous lire cela. J'allume mon internet et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. C'est les directs, j'aime bien. Je vais vous retrouver les propos d'un confrère. Donnez-moi une minute. Mon Dieu, j'aurais dû... Ok, donc Mabunda est allée au Conseil d'État et pour vous, c'est une façon pour elle de s'accrocher à ce poste-là, Noël Tchani? Elle a demandé au Conseil d'État, si vous pouvez donc lire ce qu'elle demande exactement. Je suis en train de rechercher cela, mais oh mon Dieu, avec l'Internet de la RDC, tout est... Mais elle a quand même dit qu'elle ne voulait, elle ne conteste pas le vote, mais elle veut savoir la procédure pour la remise et reprise. Exactement. Voilà. Moi, pourquoi je suis choqué que l'ex-président de l'Assemblée nationale aille au Conseil d'État pour qu'on lui dise la procédure pour faire la passation des pouvoirs. Si elle avait à demander quoi que ce soit au Conseil d'État, je pense qu'elle aurait dû demander pendant qu'elle était présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été votée dehors, elle a été chassée, elle a été révoquée. Donc, je ne sais pas à quel titre elle va au Conseil d'État en tant qu'ex-président de l'Assemblée nationale qui va demander au Conseil d'État qu'on lui dise comment organiser la passation des marchés. Moi, je peux lui répondre. Vous allez au bureau, vous convoquez tous les députés ou les membres du bureau, et vous dites, voici les dossiers qui étaient en cours, et vous donnez donc à l'équipe qui est en place actuellement. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que le Conseil d'État se prononce je vous le lis sur le tweet de Stani Boujakera, soucieux de respecter la procédure de passation de pouvoir, le bureau sortant de l'Assemblée nationale saisit le Conseil d'État, non pour contester le vote, mais pour avoir la lecture correcte de l'article 31 du règlement intérieur sur les modalités relatives à la remise et reprise. Je suis choqué parce que ce sont nos députés nationaux qui fabriquent des lois. Et apparemment, ils ne savent pas interpréter donc, les lois qu'ils nous fabriquent. Et bon, parce qu'ils ont déjà saisi le Conseil d'État, le Conseil d'État pourra leur répondre. Mais moi, je pense que c'est une réponse qui doit être expéditive en leur disant, rencontrez donc ceux qui vous ont remplacés, donnez-leur les dossiers que vous avez en cours et dites au revoir de façon civilisée à tout le monde. Aux dernières nouvelles, mesdames et messieurs, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale confirme que le discours de Félix Tshisekedi, prévu ce lundi devant le Congrès, reste maintenu. Confirmation également ce soir d'une source proche du président de la République. Ça reste maintenu. Et pourtant, Giscard Koussema confirmait le contraire sur Top Congo. Est-ce qu'il n'y a pas un certain cafouillage dans la communication du chef de l'État? Parce que moi, j'ai retweeté, j'ai dit, c'est reporté, mais on nous dit que ce n'est pas reporté. Qu'est-ce qui se passe avec la communication du chef de l'État? À 14 h, j'ai suivi le journal télévisé de la RTNC et on a lu un communiqué signé par le bureau de l'Assemblée nationale confirmant qu'il y aura le discours du chef de l'État sur l'état de la nation ce lundi à 11 h. Donc j'ai bien noté cela dans mon agenda, dans mon calendrier. Donc je ne sais pas d'où viennent d'autres informations contradictoires par rapport à ça, mais l'information que moi j'ai reçue officiellement indiquait que le discours était maintenu pour 11 h. Et d'ailleurs, le collègue qui m'a accompagné tout à l'heure a même reçu une invitation physique qui indique que le discours aura lieu donc à 11 h. Moi, je m'en tiens à ces informations officielles. Giscard Koussema, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le directeur de la presse adjointe. Il a dit, discours du président sur l'état de la nation reporté pour raisons logistiques, pas politiques.
le chef de l'État s'exprimera au cours d'une session extraordinaire, un report après que beaucoup, dont Délice et Sanga, ont dit que le bureau d'âge n'est pas compétent. On ne comprend pas. Est-ce que ce bureau a compétence de recevoir le chef de l'État pour un discours de la nation? C'est ça maintenant, les compétences de ce fameux bureau posent maintenant problème. Tout le monde dit non, il n'a pas compétence, il a compétence, il n'a pas compétence. On ne comprend plus rien. Je ne suis pas habilité à interpréter les règlements d'ordre intérieur en ce qui concerne l'Assemblée nationale pour savoir les compétences donc, du bureau provisoire. Moi, tout ce que je sais, c'est que le bureau provisoire a pour mission d'organiser la mise en place d'un bureau permanent. Le choix donc des nouvelles autorités de l'Assemblée nationale. Maintenant, si pendant cette période, il y a des activités aussi importantes que le discours sur l'état de la nation, bon, l'Assemblée nationale ne peut pas être fermée. Et je pense que pendant cette période-là, l'Assemblée nationale doit continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Par conséquent, si le discours du chef de l'État est prévu pour demain, il devra avoir lieu demain. C'est confirmé. Ma hiérarchie m'a dit le discours est confirmé pour ce lundi. Donc nous devons nous abstenir à ça. Mais il faut arrêter un peu le cafouillage dans la communication du chef de l'État. Cela ne fait pas du tout sérieux. C'est la première institution du pays. Avant de tweeter, avant de donner une information, soyez sûr, parce que vous nous induisez en erreur, ce n'est pas du tout professionnel. Ça, je le dis tout haut, c'est pas professionnel. Et que le président fasse un effort de balayer un peu sa communication. C'est pas du tout sérieux. Voilà. Nous allons maintenant parler du discours du chef de l'État. Le dimanche dernier, vous avez suivi le discours du chef de l'État qui continue toujours à alimenter la discussion dans les salons politiques et dans les rédactions. Nous allons suivre la réaction de Christian Mwando Simba, qui est député, et je crois qu'il a basculé à l'Union Sacrée. Vous êtes pour l'Union Sacrée, je vais vous poser cette question. Je suis pour l'Union Sacrée. Voilà, et la réaction de quelques Congolais de l'étranger par rapport à ce discours. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas laissé indifférents les acteurs politiques congolais. C'est le cas de l'honorable Christian Mwando qui s'est dit très satisfait quant à ce. Le discours du président de la République qui marque la rupture tant attendue par le peuple congolais a été un discours très satisfaisant. Et je pense que le président de la République a ouvert une nouvelle phase et une nouvelle ère dans notre pays. C'est l'ère où on doit commencer à reconstruire notre pays. C'est le moment où on a brisé la prise en otage du pays par un groupe de personnes. Je pense que maintenant, les espoirs sont permis pour le peuple congolais. Il faut qu'on aille de l'avant. Ces cadres d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi félicitent le chef de l'État et appellent les députés nationaux à se ranger derrière un idéal et non derrière les individus. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter le président de la République pour le courage qu'il a eu de briser les chaînes et de chercher à faire avancer le peuple congolais. Il est important maintenant que l'ensemble du peuple congolais puisse bénéficier des richesses de la République démocratique du Congo. Donc, que les gens ne se mettent pas derrière les individus, mais que les gens se mettent autour d'un même idéal, qui est le bonheur de notre pays, la reconstruction de notre pays et le bonheur du peuple congolais. Si nous partons tous sur ces bases-là, nous pensons que tout deviendra possible pour les Congolais. Il faut rappeler que le président de la République a promis de nommer un informateur en vue de l'identification et de la réqualification d'une nouvelle majorité parlementaire qui lui serait favorable. Pour Sandra Ngalula, résident en Belgique, le discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient redonner espoir au peuple congolais. Nasepeli makasi parce que mboka eza ya kobeba mama. Le peu de temps toyaka vacances tozotala mboka tozongana bapota na motema. Mboka ekokende ndenge ezokende wana te. Ngai personnellement nazala ba souvenir ya Kinshasa ya kitoko. Ya ba cinéma, ya ba makambo ebele tango nazongi vacances. Na ye na mwana lakisa ta ba souvenir ngeza te po nyonso eza ya kokufa mama. Pas eleki makasi na mboka. Donc en tout cas, ba discours ya président Félix, en tout cas zaki discours moko ya malamu, ya mboka kende liboso, total la biso nyonso ba congolais regardons de l'avant. Donc en tout cas pour l'angai message est très très fort, il faut
une page tokende liboso mboka ekende liboso moto nyonso a se retrouver entente na biso ezaka ke bino ba boza kuna bokoka ko se retrouver ndenge biso pe to se retrouver kawa poto peza la ngolola te mais en tout cas une chose est sûre ba na biso batangaka ba classe ofele tozwaka ba soin ya ofele toliaka à notre fin oetikali et komokoma lu. Jean téléphone depuis la ville de Liège en Belgique. Ben Munda dit attendre impatiemment l'amélioration du social des Congolais. D'abord une réaction de satisfaction parce qu'il a fini par comprendre que les gens des FCC ne veulent pas le bonheur des peuples congolais. Nous les demandons de rester fermes et de foncer. Nous voulons voir des résultats quant à ça. Ces Congolais vivant à l'étranger n'attendent qu'une seule chose, la matérialisation du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être du peuple congolais. Noël Chani, beaucoup de Congolais disent depuis 1960, on a eu beaucoup de discours, trop de discours. Et ils ont peur que ce discours soit que le énième discours d'un chef de l'État. Et ils veulent la matérialisation de ce discours. Est-ce que vous avez foi en Félix Tshisekedi? Peut-il matérialiser tout ce qu'il a promis, même pendant la campagne et aujourd'hui? Moi, je pense que le président Félix-Antoine Tshisekedi a l'opportunité de faire l'histoire et de devenir un grand homme dans notre pays, étant donné que, en réalité, c'est un président de la République qui sort d'une famille politique qui a un adage qui touche à tout le monde. Quand on dit le peuple d'abord, et quand il sort quelque part et qu'il entend la population en train de dire « Papa Lobaki, le peuple d'abord », mais qui peut rester insensible à un message comme ça? Donc tout ce qu'il fait là, il doit regarder l'ombre de son père à tout moment pour lui rappeler qu'il faut faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. Donc moi je suis optimiste qu'il a la bonne volonté. Maintenant, comment matérialiser cela? Il a besoin de la participation de tout le monde. Voilà, nous y sommes. La participation de tout le monde. Un chanteur congolais qui s'appelle Youssoufa a dit « On ne peut pas être aimé par tout le monde au risque d'être aimé par n'importe qui. » Tout le monde. Et beaucoup disent c'est l'opportunité pour certaines personnes de se blanchir. Il fuit le FCC. Na le bon lingala pe kota bien. Ba sali buzoba na FCC, ba sali buzoba ba yibi ba bomi, ba sali ba buzoba na bango. Maintenant ba pesi bango porte de sortie. Ils entrent dans l'union sacrée et ba komisi bango. Comme les Congolais ont la manie et la facilité d'oublier et d'encenser les tueurs d'hier, beaucoup ont dit eh ben voilà, il y a aujourd'hui une transhumance pas possible. Aujourd'hui les gens sont là pour leurs intérêts, pour se cacher, pour se protéger et ils vont à l'union sacrée. Est-ce que cette ouverture du président de la République n'est-il pas aussi pour lui un réel risque? Parce que rien n'est nouveau sous le soleil, Noël Tchani. Kabila a fait la même chose. Il a pris les Mobutistes, on sait comment il a fini. Kabila a fait la même chose, il a ouvert la porte au Mobutistes. Et on l'a conduit jusqu'au corbillard. Est-ce que cette ouverture n'est-il pas un risque pour le chef de l'État? Oui, c'est un risque, mais aussi une opportunité. Moi, je regarde les choses sous l'angle du développement du pays. Jusqu'à présent, pendant les 2 dernières années, le pays a été géré par un groupe select de personnes qui font partie du FCC et du CACH. Les 2 groupes-là ensemble représentent à peine 10% de la population. Ça veut dire que 90% de la population avait été exclue de la gestion du pays. Conséquence, le Congo n'a pas réussi à régler les défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Ce mode de gestion par exclusion doit être remplacé aujourd'hui par ce que le président de la République appelle l'union sacrée, où il invite tout le monde à venir participer aux efforts de développement du pays. Les mauvaises langues appellent aujourd'hui union sucrée. Bon, les mauvaises langues vont toujours être là. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut organiser ça? Est-ce que l'union sacrée, c'est une blanchisserie? Exactement, c'est la grande crainte. Tous ceux qui ont commis des péchés dans le passé. Nous avons suivi Moïse Katumbi qui a dit que le président doit fouiner le passé. Il n'est pas d'accord avec le fait que le président a dit ne va pas fouiner dans le passé. Voilà. Est-ce que l'union sacrée de la nation doit être une blanchisserie où tous ceux qui ont commis des péchés viennent entrer dedans pour se nettoyer et redevenir propres?
Moi, je pense que le président de la République donne l'opportunité à tout un chacun de prouver qu'il est innocent avant qu'on puisse le déclarer coupable. C'est-à-dire que si vous avez participé à la gestion avec Joseph Kabila ou avec Mobutu Sese Seko dans le passé ou même avec Kabila Mzee et que vous n'avez peut-être pas donné au peuple congolais ce qu'on attendait de vous, venez dans l'union sacrée et prouvez que vous êtes un bon citoyen. Mais cela ne veut pas dire qu'on va aligner les mêmes. Il est important que le président de la République regarde dans les 100 millions de Congolais que nous sommes, choisisse des gens qui n'ont jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du passé, qui n'ont jamais trempé dans les crimes de guerre, les crimes de sang, des gens qui soient intègres, qui soient propres. Et cela veut dire que l'équipe nationale qui sera sur le terrain, ce sera une équipe de nouvelles personnes propres et intègres. Mais tout le reste, y inclut ceux qui avaient commis des péchés, peuvent être au stade pour applaudir donc notre équipe nationale, pour que nous puissions réaliser donc les résultats de développement. Maintenant, laissez-moi parler un tout petit peu de ce que Moïse Katumbi a dit ce matin sur RFI. Moi, j'ai retenu ceci. J'ai même tweeté pour dire j'ai salué la proposition de Moïse Katumbi de constituer ce qu'on appelle une table ronde. À la table ronde seront invités tous ceux qui ont géré dans le passé, qui ont été accusés d'avoir mis des mains dans les caisses de l'État pour qu'ils viennent justifier l'origine de leurs fonds. Moi, je pense que c'est une proposition qui vaille la peine parce que ça vient de Moïse Katumbi, qu'on l'accepte, que lui-même vienne autour de cette table-là pour justifier où il a eu l'argent, mais tous les autres aussi qu'ils viennent aussi justifier la source donc de leur de provenance donc de leur richesse. Je crois qu'un pays qui se dit état de droit ne peut aller de l'avant que si on passe par cet exercice-là. Et je voudrais saluer Moïse Katumbi pour avoir fait cette proposition. Mais je me rappelle, lors de la conférence nationale souveraine, j'avais à peine 20 ans, mais je me rappelle qu'il y avait une grande commission bien mal acquis, des crimes et tout ça, mais c'est un dossier tellement sensible. Je ne sais pas si cette fois-ci, quelqu'un peut venir dire que j'ai volé, je me suis enrichi comme ça. Je ne sais pas si ça va aboutir. Parce que je propose déjà en 90, ça n'avait pas abouti. Je crains qu'en 2017... Je propose, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je propose aujourd'hui que l'inspection générale des finances, l'Obama, c'est-à-dire l'office de biens mal acquis, mais également la justice, combinent leurs efforts. Élabore déjà la liste des potentiels clients qu'on peut inviter autour donc de cette table ronde. Et à partir de là, qu'on mette des modalités de comment chacun va justifier donc nous avons suivi le député. Et je pense que ça nous permettrait donc d'aller de l'avant sans avoir à garantir l'impunité. Doit-on oublier ce passé, comme ce compatriote a dit, faire une sorte de tabula rasa et regarder que l'avant? Mais si on ne regarde pas le passé, si on ne regarde pas le passé, mais on ne sait pas les erreurs qu'on a commises et tout ça, et on va répéter les mêmes c'est ce qu'on fait. Le Congo tourne en rond depuis 1960 parce qu'on ne regarde jamais le passé. Suivons les exemples d'autres pays. L'Afrique du Sud a dû mettre en place une commission de vérité et réconciliation nationale. C'est-à-dire, on vous a accusé d'avoir fait ceci dans le passé, on vous invite, vous venez vous expliquer, on détermine si vous étiez coupable ou innocent et s'il y a des sanctions à vous donner. On vous donne la sanction, vous payez la sanction ou bien on vous punit et on vous pardonne, maintenant vous continuez. Mais juste faire tabula rasa dans le sens de dire, oublions tout ce que les gens ont volé dans le passé, oublions les crimes qu'ils ont commis. Je pense que si on agit de cette façon-là, on donne l'impunité aux gens et ça va se répéter demain. Nous avons suivi, que nous puissions avant de passer à autre chose, nous avons suivi le député Christian Mwando Nzimba qui a dit que le pays était pris en otage par 2 personnes. Il a dit. Donc, nous ne devons pas suivre les personnes, mais nous devons suivre un idéal. Pour vous, quel est votre idéal? Mon idéal, à moi, c'est que le Congo puisse se développer. Mes convictions sont celles-ci. Elles sont confinées de ce qu'on a appelé le plan Marshall de Noël Chane pour la reconstruction et le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que je considère que nous sommes un pays très riche avec beaucoup de ressources naturelles. Nous devons utiliser ces ressources naturelles pour développer la RDC au profit de tout le monde, pour que chaque Congolais puisse vivre de ces ressources naturelles. J'en profite pour saluer quelqu'un d'assez particulier, Kofi Olomide. Il a sorti un morceau que j'ai écouté aujourd'hui. Je crois, ça s'appelle Congo Yankita, quelque chose comme ça. Il chante les richesses du Congo et le contraste qu'il y a avec la pauvreté de la population. Et il interpelle tout le monde à ce que nous puissions adopter de nouvelles méthodes de gestion du pays pour que nos ressources naturelles profitent à tout le monde.
Kofi Olomide, Bravo. merci beaucoup d'avoir encouragé les hommes politiques congolais à changer. Un musicien engagé. Nous allons rester toujours à la présidence. Nous allons parler du soutien de l'Union européenne au président de la République pour mettre en place ces réformes. Et nous allons parler enfin du voyage de l'ancien président à Kolwezi, au Grand Katanga, parce que moi, avec le découpage, c'est toujours un problème. Donc, dans le Grand Katanga, il est y allé. Mais moi, je fais la corrélation que le président y est allé juste après l'éviction de Janine Mabunda. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je vais poser cette question à mon invité. Troisième sujet, mesdames et messieurs. Dans une déclaration conjointe rendue publique mardi 8 décembre 2020, ces chefs de représentation diplomatique basés à Kinshasa disent avoir noté avec intérêt les options majeures relatives aux réformes politiques annoncées par le président Félix Tshisekedi dans son discours sur la situation politique en République démocratique du Congo. Restés attachés à leur engagement pour le peuple congolais, ces 6 pays réitèrent leur volonté de soutenir le processus politique en RDC, notamment sur les questions liées à la restauration de l'élection présidentielle à 2 tours, à la modification de la loi électorale, ainsi qu'à la question sur la double nationalité. Les partenaires de la RDC appellent pour finir la classe politique congolaise au calme et à travailler de bonne foi en vue de préserver les acquis démocratiques et de consolider la paix et la sécurité. C'est dans l'avant-midi de ce vendredi que l'autorité morale du Front commun pour le Congo s'est envolée pour la province du Lualaba via l'aéroport international de Njili. Avant l'atterrissage de sa jet à l'aéroport de Kolwezi, le décor est déjà planté pour accueillir Joseph Kabila Kabange, qui revient après un long moment d'absence dans la terre de sa grand-mère. Comme nous démontrent ces images, plusieurs drapeaux des partis politiques membres du FCC ont flotté. À sa descente d'avion, le président honoraire a été chaleureusement accueilli par le cadre du FCC. Ce, avant de recevoir l'accueil de militants de sa plateforme. Joint au téléphone, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Lualaba a salué l'arrivée de Joseph Kabila dans ce coin de la RDC. Yannick Chisola va vanter le mérite du prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes fiers pour cette visite. Joseph Kabila nous a légué un code minier qui fait aujourd'hui que cette province puisse faire des bons en avant avec la rédémence minière. La province du Lualaba existe par le démembrement qui a été fait sous Joseph Kabila. Nous sommes venus lui témoigner notre gratitude, tous les bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation. S'agissant de la déchéance du bureau Mabunda, Yannick Chisola va rassurer que rien n'est encore perdu pour sa famille politique. Ce n'est qu'une bataille perdue, mais ce n'est pas la guerre qui est perdue. Joseph Kabila, en venant ici, il vient aussi réconforter les millions de militants qui étaient attristés par cette déroute électorale, mais c'est le jeu démocratique. Nous allons vite nous relever, continuer notre lutte pour la reconstruction et le développement de ce pays. Mon avis est qu'il faut qu'on restructure rapidement, et alors très rapidement, le FCC. Ici est de noter que l'autorité morale du FCC a quitté la capitale congolaise au lendemain de la défaite du bureau de l'Assemblée nationale qui était acquis à sa plateforme. Noël Tchani, l'Union européenne soutient les réformes, soutient le président de la République, mais beaucoup disent les Occidentaux ne font rien pour rien. Vous avez vécu avec eux. Est-ce que vous pensez à la sincérité, entre guillemets, de ce soutien des Occidentaux auprès de notre président? D'abord, les impérialistes, comme disent les autres. Je voudrais dire que dans mon expérience, après avoir travaillé sur les 5 continents dans plusieurs pays, le développement d'un pays, c'est d'abord la responsabilité des ressortissants de ce pays-là. Il faut que les Congolais soient sérieux et qu'ils prennent le tout comme étant le développement de ce pays dépendra d'eux et pas des Occidentaux. Les Occidentaux peuvent nous accompagner, les Américains, les Chinois et consorts, mais nous, Congolais, nous devons être dans le siège du conducteur. J'ai eu le privilège la semaine dernière de rencontrer l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier
de l'Union européenne. Je suis allé lui rendre visite. Et nous avons parlé de ce que les diplomates sont en train de faire ici. Et je lui ai présenté aussi le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Pas beaucoup de surprises. Il m'a dit, c'est ça la vision qu'il faut pour ce pays. Et j'ai senti qu'il y a cette volonté-là à travailler avec les interlocuteurs congolais pour arriver à mettre en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles nécessaires pour relancer l'économie, pour développer la RDC au profit de tous. Ça, je l'ai senti de la bouche de l'ambassadeur. Et je voudrais saluer l'Union européenne de cet accompagnement-là à l'égard donc de mon pays. Maintenant, est-ce qu'on fait des choses gratuitement sans attendre quoi que ce soit? Dans toute relation internationale, c'est comme ça. C'est ça la loi de la nature. Si l'Union européenne donne à droite, il voudrait aussi récupérer à gauche. Si les Américains le font, c'est la même chose. Mais c'est à nous, Congolais, de définir ce que nous attendons de nos partenaires au développement et comment on peut utiliser l'aide qu'ils nous donnent ou l'assistance qu'ils nous donnent pour qu'elle puisse profiter à la population congolaise. Donc, il faut avoir donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au niveau de la RDC, parce que nous avons donc des gens qualifiés pour parler à tout ce monde-là et tirer d'eux le maximum d'assistance pour que le Congo puisse en profiter. Un compatriote qui me suit sur ma page La Lyon Info a dit de vous poser cette question. Les Occidentaux en général, en Afrique centrale surtout, soutiennent beaucoup les dictateurs. Depuis notre indépendance, on voit le soutien, il y a des exemples patents, le soutien de la France à Biarimana à l'époque jusqu'à sa chute, le soutien à tel ou tel, le soutien de Mobutu, le soutien... Ils ne soutiennent que les hommes forts, Sassou Nguesso soutenu par les Français, tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une question directe que je pose, est-ce que Tshisekedi, notre président, Félix Tshisekedi, bascule-t-il dans la dictature? Parce que beaucoup de compatriotes se disent qu'il y a eu multiples violations de la Constitution depuis qu'il est là. Il fait que violer la Constitution. Les gens du FCC, de l'autre camp, c'est de bonne guerre, posent cette question. Et moi, je vous le pose directement. Est-ce que c'est un Kabila light? Puisqu'à l'époque, on avait dit de Kabila, c'est un Mobutu light. Est-ce que Tshisekedi est-il aujourd'hui ou en train de devenir un Kabila light? Aux compatriotes qui posent cette question-là, je dirais que je ne voudrais pas prendre ce raccourci en disant parce que les Occidentaux soutiennent Félix Antoine Tshisekedi, donc il est en voie de devenir dictateur. Non. Vous savez quoi? Le prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi, c'était un gros dictateur, Joseph Kabila. Un gros dictateur sanguinaire qui ne permettait à personne de pouvoir jouir de la liberté d'expression ou de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que les Occidentaux non seulement l'ont rejeté, mais ils ont sanctionné tous ceux qui sont autour de lui? C'est parce qu'on a vu qu'il ne faisait pas des choses dans l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi donne l'espoir d'abord de pouvoir casser avec le système malhonnête mis en place par Joseph Kabila, le système de mauvaise gouvernance qui appauvrissait les Congolais au profit de lui, Kabila, et de sa famille. Et non seulement il veut casser cela, il a dit qu'il veut déboulonner le système, et les Occidentaux réalisent que depuis que ce président est arrivé au sommet de l'État, depuis 2 ans, Kabila empêche qu'il puisse fonctionner. Donc on lui donne de soutien pour casser avec le système. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, froidement, c'est peut-être une question peut-être anticipative, qu'est-ce qui empêche à ce qu'on puisse céder, c'est peut-être pas le mot approprié, mais qu'on puisse le livrer, voilà, à la CPI par exemple. Parce que vous dites que c'est un sanguinaire, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'est pas le premier président qui sera mis à la CPI, il y a eu Laurent Gbagbo, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on puisse livrer Kabila à la CPI? Est-ce que c'est toujours ce deal-là qui les lie ensemble ou quoi? Avant de partir du pouvoir, Joseph Kabila s'était arrangé avec le Parlement qu'il contrôlait à mettre en place une loi qu'on appelle la loi sur les anciens chefs de l'État qui lui garantisse l'impunité, l'impunité contre des poursuites judiciaires pour des crimes économiques ou des crimes de sang ou des crimes de guerre commis pendant qu'il était président de la République. Donc, pour l'instant, cette loi est toujours en place. Tant que la loi est en place, on ne peut pas le livrer. Et la CPI ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par cette loi-là. Mais beaucoup oublient, c'est vrai que beaucoup critiquent cette loi aujourd'hui parce que cette loi profite à Joseph Kabila, mais cette loi profiterait aussi
Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais vous dire Qu'on une le veuille ou chose. pas. Je voudrais Ça vous va dire une profiter chose. aussi à Félix, parce qu'il ne sera pas président à vie, il va faire 2 mandats et puis c'est fini. Tous les avantages qu'a le président Kabila aujourd'hui, ces sommes exorbitantes qu'on nous cite, ben Félix-Antoine Tshisekedi aura ça aussi après 2023, s'il a 2 mandats. Je voudrais vous dire maintenant une chose. Dans ce pays-là, il y a des Congolais qui veulent que le Congo marche normalement. Moi, en tant que président de la force du changement, mon regroupement politique, j'ai mis en place une équipe d'avocats qui sont en train d'examiner la loi sur les anciens chefs de l'État. Ah oui, vous avez je vais saisir, vous voulez qu'on change cela. je vais introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour examiner la légalité, la constitutionnalité de cette loi et demander qu'elle soit purement et simplement annulée pour 3 raisons suivantes. La première raison, parce que je pense que la loi a été assise sur les conflits d'intérêts. Elle a été approuvée par l'Assemblée nationale et promulguée par Joseph Kabila qui serait le bénéficiaire de tous les avantages à l'intérieur de la loi. Donc c'est une question de conflit d'intérêts. Il s'est donné trop d'avantages lui-même avant de quitter le pouvoir. Deuxième raison, c'est que la loi lui donne 680 000 $ par mois. C'est trop d'argent. Multiplié par 12, vous avez 8 millions de dollars pour un seul individu. Pour vous donner une idée de comparaison, un ancien chef d'État américain gagne 450 000 $. 450 000 $ par an. À comparer à Joseph Kabila qui touche 8 millions de dollars pour un pays très pauvre où il y a 90% de la population qui vit sur moins de 1 $ par jour, c'est trop d'argent. Troisième raison, c'est que la loi crée en quelque sorte, si je peux dire, un traitement inégalitaire entre les citoyens congolais. Il n'y a aucun autre Congolais sur l'état du territoire national qui touche 8 millions de dollars par an. On ne peut pas avoir simplement Joseph Kabila qui touche ce montant-là. Donc la Constitution lui donne, les lois lui donnent plus de droits que tous les autres citoyens congolais. C'est injuste. Et enfin, la dernière raison, c'est que notre pays, n'ayant pas beaucoup de moyens aujourd'hui, est obligé d'aller emprunter auprès des bailleurs de fonds. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et tant d'autres. On emprunte de l'argent pour payer les fonctionnaires de l'État et en payant les fonctionnaires de l'État, on paye aussi Joseph Kabila. Donc nous nous endettons pour payer Joseph Kabila 8 millions de dollars par an. C'est trop. Moi, je pense que c'est trop. Pour toutes ces raisons-là, je vais saisir la Cour constitutionnelle et nous allons obtenir l'annulation de la loi, quitte aux députés nationaux de refaire une autre loi où on va donner à Joseph Kabila une pension raisonnable. Et moi, je propose une pension ne dépassant pas 15 000 $ par mois. En plus, il faut qu'on supprime toutes ces 2500 gardes républicaines. Je ne vois pas pourquoi un ancien chef de l'État doit être protégé par 5 bataillons, comme s'il était en guerre contre le peuple congolais. Donc il faut qu'on supprime tout ça, normalement. Mais son arrivée, l'arrivée de Kabila à Kolwezi, il est parti juste après l'éviction de Janine Mabunda. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il voulait voir jusqu'à quand il aura encore cette majorité, parce que là, il sait que la majorité s'est effritée. Je ne connais pas les intentions. Je ne connais pas les intentions qu'il a, mais je sais que son voyage était reporté 2 fois avant l'éviction de Mabunda. Donc je pense qu'il avait planifié de quitter Kinshasa bien avant pour des raisons que lui seul connaît. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que Joseph Kabila est en train de jouer avec le feu, avec l'esprit du peuple congolais. Il est, en tant qu'ancien chef de l'État, tenu au devoir de réserve, ne pas faire des activités politiques. Ce que je vois à son arrivée à Kolwezi, je crois qu'il est en plein dans les activités politiques. Il est autorité morale du FCC, non? Mais justement, la loi sur les anciens chefs de l'État ne lui permet pas d'exercer des activités politiques. Il est en violation de la loi qui lui donne tous ses avantages financiers. On va l'amener au tribunal. On va le juger, on va le condamner. Et il sera d'ailleurs tenu de pouvoir rembourser au trésor public tout l'argent qu'il a reçu parce qu'il a violé la loi. Donc, moi, je voudrais que Joseph Kabila accepte son destin. Il a été chef de l'État pendant 18 ans. Il a terminé son mandat. La Constitution ne lui permet plus de revenir en tant que président de la République. Il faut qu'il prenne la retraite, qu'il aille dans ses fermes et qu'il reste dans ces fermes-là, laisser le peuple congolais géré par d'autres personnes. C'est comme ça que les pays donc font des progrès. Mais s'il continue donc à gérer le fonctionnement normal du pays, je pense qu'il va se retrouver devant la justice. Pourquoi? Parce qu'il est en train de violer la loi qui lui donne donc la protection, la loi sur les anciens chefs de l'État. Nous avons... les ambassadeurs ont mis l'accent sur la double nationalité. Oui. Beaucoup de Congolais d'ailleurs veulent cette double nationalité, mais c'est toujours un peu verrouillé. Et votre point de vue, Noël Tchani, vous voulez qu'on ouvre
la nationalité aux étrangers, aux Congolais étrangers? Oui, je voudrais vous parler de mon expérience personnelle. Ça pourra peut-être éclairer les points de vue d'autres personnes. Moi, Congolais de souche, j'ai dû avoir des enfants nés aux États-Unis pendant que j'étais en fonction à la Banque mondiale, avec leur mère qui est aussi congolaise. Mes enfants naissent aux États-Unis et la loi américaine donc dit que quand vous naissez sur le territoire américain, vous êtes américain. Automatiquement, mes enfants perdent la nationalité congolaise alors qu'ils sont issus d'un père et d'une mère originaires de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas américain? Moi, je suis congolais. Donc, je considère qu'il est important qu'on puisse reconnaître à ces enfants-là, tout comme à tous les autres enfants congolais, qu'on leur reconnaisse la nationalité congolaise d'origine, qu'ils ne peuvent pas perdre, même si en vivant à l'étranger, ils ont pu avoir une autre nationalité étrangère, qui leur donne des avantages tels que aller à l'école gratuitement, n'est pas payer donc des soins médicaux et consorts. C'est le Congo qui va en bénéficier. Donc, je voudrais que nous puissions reconnaître la nationalité congolaise d'origine à tous les Congolais et qu'aucun Congolais ne perde cette nationalité d'origine, même s'il va à l'étranger, il adopte une ou deux, trois autres nationalités. Parce que ces nationalités-là, on les appelle les nationalités de convenance, pour leur permettre de vivre dans la société où ils sont, d'avoir du travail, de nourrir leur famille et d'envoyer même de l'argent aux familles qui sont ici. Donc, modifions la Constitution, reconnaissons la nationalité congolaise d'origine à tous les Congolais d'origine et surtout qu'aucun Congolais ne perde la nationalité même s'il va adopter une nationalité étrangère. Nous allons parler un peu des partis politiques, nous allons parler un peu de l'UDPS, la réaction de l'IAU. Il y a eu un discours qui s'est tenu dernièrement pour renforcer un peu les troupes parce que la majorité maintenant est presque acquise, mais les gens du FCC aussi ne se laissent pas faire. Ils disent qu'ils ont perdu une bataille mais pas la guerre. Il y a encore l'élection du bureau. On voit aussi comment les gens du FCC sont en train de réanimer leurs troupes. Et d'ailleurs, j'ai lu le dernier tweet d'un compatriote qui dit que M. Némi est prêt à démissionner si cela peut permettre à ce que le FCC ne bascule pas ou le FCC ne se dissout pas, au fait. Il est prêt à laisser son poste parce que beaucoup de fois se sont levés au FCC. On a entendu la voix de Yves Kissombe, la voix de beaucoup de cadres du FCC qui voulaient les départs de M. Némi Mouilania à la tête de ce regroupement. Donc, nous allons parler un peu de nos partis politiques maintenant. C'en est fini de la coalition FCC Cash. Le président de la République l'a annoncé lors de son adresse le dimanche 6 décembre. Ce lundi 7 décembre, le FCC vient d'en prendre acte et invite son autorité morale à donner sa part de vérité. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. Pour le FCC, la coalition n'existant plus, la gouvernance vient de basculer dans une cohabitation. Il revient plutôt au Cash de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Dans la foulée, le Front commun pour le Congo dénonce selon lui les multiples violations de la Constitution et redoute l'instauration d'un système dictatorial. Il en veut pour preuve la désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. En tout état de cause, la plateforme chère à Joseph Kabila reste persuadée qu'il a toujours la majorité parlementaire. C'est dans ce contexte qu'à l'issue de sa session extraordinaire, il a réaffirmé son soutien au Premier ministre ainsi qu'au président des deux chambres du Parlement. Pour l'UDPS, ce bureau était au service d'une personne et toujours prête à combattre le président de la République. C'est donc un motif de satisfaction, souligne Emmanuel Chibambe, communicateur de l'UDPS. Un motif de satisfaction, d'autant plus que
Ce bureau, nous l'avons tant décrié, c'est un bureau qui fonctionnait par procuration, recevant des injonctions d'une autorité morale, soit-il, donc au détriment de la volonté du peuple congolais. Un bureau qui sape très souvent l'honneur du chef de l'État. Pour le FCC, par contre, c'est une bataille importante qui est perdue, mais le combat pour la préservation des acquis démocratiques, de l'unité nationale et de la stabilité est loin de s'arrêter, a publié le coordonnateur du FCC, Néhémie Moulane, dans les comptes Twitter du FCC. Mais certains appellent à sa démission. Du côté de la Mouka, Devos Kitoko écrit « La majorité FCC à l'Assemblée nationale a été fabriquée sur fond de corruption et de braquage électoral. Son rachat et sa requalification en union sacrée n'ont pas dérogé aux antivaleurs. » À noter que le bureau Mabunda tombe consécutivement au discours du président de la République du dimanche dernier, mettant fin à la coalition FCC-CACH. Noël Tchani, nous avons suivi les réactions croisées des deux grands partis de notre pays, l'UDPS et le PPRD, et le FCC en général. Nous allons décortiquer petit à petit ce qu'ils ont dit parce que c'est très 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 important. Nous avons suivi Mulanien qui a dit que le président, ils vont demander à leur autorité morale sa part de vérité. Qu'est-ce à dire? Oui, moi je pense que M. Néhémie Moulania est très décevant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que lui et M. Chadari, chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, ils disent des bêtises. Ils vont demander à l'autorité morale sa part de vérité. Et nous voudrions aussi entendre cette autorité morale-là. Et voici les vérités sur lesquelles nous voudrions que l'autorité morale puisse se prononcer. Les massacres des gens dans le Grand Kassai, les fausses communes. Nous voudrions que l'autorité morale nous dise ce qui s'est passé. Nous voudrions que l'autorité morale nous dise comment Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Floribert Chebeya sont morts. Et nous voudrions que l'autorité morale nous dise comment son nom ou bien le nom de sa sœur se retrouve dans les Panama Papers, accusé pour détournement des milliards de dollars du trésor public congolais. Nous voudrions qu'il nous dise pourquoi Bloomberg, Bloomberg, Le Monde et RFI estiment que Kabila et sa famille ont 123 entreprises et ils ont aussi 120 concessions minières. Une concession minière comme l'île de Mateba au Bas-Congo qui fait la taille de la République du Congo-Brazzaville ou bien de la République du Gabon avec des minerais sous le sol. Comment un chef de l'État en poste est arrivé à s'accaparer de toutes les ressources naturelles du pays. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels les Congolais voudraient entendre la vérité de la part de l'autorité morale. C'est ça les choses qui nous intéressent, pas des distractions que M. Moulania est en train d'organiser. Il a dit que comme la coalition a échoué, nous entrons de fait dans la cohabitation, que on doit assumer cela, et comme ils ne sont plus en coalition, le président n'a pas le pouvoir de démettre le Premier ministre, donc c'est une violation encore. Je vous avais même posé cette question, que pour eux, pour le FCC, le président ne fait que violer la Constitution, comme par exemple, il ne peut pas démettre le Premier ministre. Je pense qu'il a fait cette déclaration-là avant de connaître ce qui est arrivé à Mme Mabunda. Mme Mabunda est tombée. Il n'y a plus de majorité FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la base sur laquelle le Premier ministre était assis, c'est-à-dire la majorité du FCC au niveau de l'Assemblée nationale, n'existe plus parce que la majorité a basculé, a changé de camp, se trouve aujourd'hui dans l'Union sacrée. Donc le Premier ministre, non seulement qui n'a plus de soutien au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'il démissionne de lui-même dans les 48 heures qui viennent. S'il ne démissionne pas, il y a une motion contre lui, on appelle ça motion de déchéance. Il va être motion de défiance. De défiance. Il va être destitué et ce serait d'ailleurs très dommage parce que c'était monsieur qui est fatigué. Le bureau d'âge peut le faire, c'est dans les prérogatives du bureau d'âge. Ça, je souhaiterais que les juristes puissent se pencher là-dessus. Je ne connais pas les détails. Exactement. Mais, voilà. Mais nous allons rester un peu dans ce dossier-là de cette fameuse majorité, parce que les gens du FCC disent non, cette majorité-là, ça s'est fait sur fond de rachat et de corruption. Parce que je viens de suivre... Et de débauchage, parce que je viens de suivre tout à l'heure chez Peter Tiani une vidéo de Papa Molière qui a dit avoir reçu, lui n'appelle pas ça corruption, mais il appelle ça compensation de 15 000 $. Bon.
Il a dit, oui, mais moi je le dis parce que c'est pas quelque chose que j'invente. La vidéo est là et sur ma page Twitter. Donc il a reçu, il a dit tout ce qu'il a fait, la façon dont il a rangé la foule dans la salle, tout ce qu'il a fait dans la salle, à sali yango fait l'été. Mais soki Fati a sali pe mabe, olongwa ke pa na ya ke pe pa mutu mususu. Donc ils ont aussi un tout petit peu raison que l'argent a circulé parce que c'est un fait qui se faisait avant. Donc rien n'a changé. Je voudrais répondre comme ça. Moi, personnellement, je suis contre les antivaleurs, telles que la corruption, le dépochage, le soudoyer des gens pour qu'ils puissent adopter telle ou telle position, voter donc dans un sens tout comme dans l'autre. Je suis contre ces pratiques-là. Mais lorsque ça vient du FCC, moi, ça m'inquiète, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que, vous savez, le mot débauchage, comment moi je l'ai appris, c'est lorsque le Bruno Tshibala, qui était de l'UDPS, a été non seulement débauché, capturé par ces gens du FCC en utilisant des méthodes combinées avec le terrorisme. Bruno Tshibala devait voyager, aller en Europe. On arrive à l'aéroport, on fait semblant de l'avoir arrêté, on l'amène à Makala, terrorisé à l'intérieur de la prison, on lui demande pour avoir sa conscience et il accepte toutes les conditions qu'on lui pose. Et on le remet sur la scène en disant faire la même chose. Il est Premier ministre. Non, je ne dis pas qu'on doit faire. Mais c'est ça, c'est ça. Dit, mais c'est ça la justification de Tchani. Tout ce qu'a fait Kabila aujourd'hui, il faut justifier. Parce que Kabila fait ceci, on doit le faire. C'est la jurisprudence aujourd'hui. J'ai dit simplement que les gens qui donnent des leçons, c'est ça qu'ils connaissent comme modus operandi. Mais c'est ça, ils connaissent. C'est pour ça qu'ils disent que vous l'avez fait. Non, moi, je ne peux pas dire que cela s'est fait parce que je ne l'ai pas vu. Si vous m'apprenez aujourd'hui qu'il y a M. Molière qui a dit ceci, j'ai beaucoup de respect pour M. Molière et je voudrais le féliciter pour le combat qu'il a lutté pour la chute du bureau donc, de Mme Mabunda. Mais je ne crois pas que M. Molière donc, puisse venir publiquement et donc dire qu'il a été corrompu. La vidéo est là, je n'ai rien inventé. Moi je n'ai pas vu cette vidéo. Parce que là, sinon, moi je ne vais pas tomber dans le et je ne vais défendre aucune antivaleur. Et j'ai dit simplement je ne tombe pas sur le coup du buzz, je ne suis pas pour ça. C'est une vidéo postée par... C'est une émission de Peter Tiani, donc je n'invente rien. Allez sur le Twitter, vous allez voir cette vidéo. Il a dit $7,000 pour Nanga Izam qui est... Moi, j'ai besoin de $15,000. Ça a été dit. Je n'invente rien. Sur ce point-là, je vous le concède. Allez voir cette vidéo. Je voudrais vous dire c'est pour ça que je pose la question, est-ce que ces députés nationaux, je n'indexe personne, est-ce qu'ils l'ont fait par conviction, en âme et conscience, ou parce qu'ils ont eu de l'argent? C'est la plus grande question aujourd'hui. Est-ce que cette union sacrée va-t-il se fissurer quand il n'y aura plus d'argent? Ou quand les uns et les autres ne se retrouveront pas, est-ce que cette union sacrée ne va pas se fissurer? Parce que les Congolais ne vont jamais par conviction. Je voudrais dire ceci. Moi, je considère que les députés nationaux et les sénateurs, ils ont leur salaire. Ils sont payés pour voter des lois, pour voter des décisions de ce genre-là. Et on n'a pas besoin de les soudoyer pour qu'ils puissent voter dans un sens tout comme dans l'autre. Ils doivent voter d'après leur âme et conscience. Et s'il y a des pratiques de pouvoir distribuer de l'argent pour obtenir le vote dans un sens tout comme dans l'autre, je condamne ces pratiques-là. Parce que je pense que c'est antidémocratique, ça ne permet pas aux gens de réfléchir. Et ça nous ramène dans les mêmes travers du système de Kabila que nous sommes en train donc de décrire. L'après Mabunda aujourd'hui. Le FCC dit que rien n'est encore joué. C'est vrai qu'ils ont perdu une bataille, mais la guerre est encore là. Il y a l'élection du nouveau bureau qui doit avoir lieu. Et c'est là où on saura réellement si... cette majorité a basculé à l'union sacrée. Parce que beaucoup disent, nous fouillons, nous posons des questions, qu'ils ont sanctionné simplement la personne de Mabunda. Pour Mabunda, la vérité, Kanga est invisible, Mabunda bloqué Kiango. Donc, va sanctionner de Mabunda, va sanctionner Némi, ils ont sanctionné les personnes. Mais le FCC, FCC. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer après. Est-ce que vous croyez que ces députés du FCC sont sincères? Parce que c'est vraiment la grande question. Moi, je voudrais que nos compatriotes du FCC réalisent une chose. C'est que dans la population dehors là, la population congolaise n'approuve pas la ligne de conduite du FCC. La population congolaise sait que le FCC a dirigé ce pays-là sous des noms différents, majorité présidentielle ou PPRD et consorts, et que la gestion n'a pas été bonne. S'il y a des pauvres aujourd'hui, des misérables aujourd'hui dans ce pays, des chômeurs dans ce pays, c'est à cause de la gestion de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, je voudrais dire que quand je l'ai vu arriver, ce monsieur-là, à Kolwezi, et que j'ai vu qu'il y a des jeunes gens qui sont venus l'accueillir. Vous savez à quoi moi j'ai pensé?
je me suis dit, voilà les victimes qui viennent accueillir leur bourreau. Le syndrome de Stockholm, comment on dit? Et voilà, ils viennent accueillir leur bourreau. Et au-delà de cela, j'ai vu, moi, de mes propres yeux à la télévision, des jeunes gens qui témoignent qu'ils sont venus pour accueillir Joseph Kabila en échange du paiement de 1500 francs. 1500 francs, s'il vous plaît. Ce que ça veut dire, c'est que Kabila a chosifié les Congolais et il se promène sur la misère des Congolais. C'est un monsieur qui mérite d'être amené devant la barre, qu'on le juge pour son comportement pendant les 18 dernières années. Moi, je vais l'amener devant la Cour constitutionnelle. On va d'abord annuler la loi sur les anciens chefs de l'État, qui lui donne, imaginez par exemple, pour aller à Lubumbashi, il a juste touché son salaire de 680 000 dollars et il est allé avec cet avion-là. Nous l'avion. Malta Forest. Il a loué l'avion de Malta Forest. Bon, ce sont des gens, ils ont fait des affaires ensemble, donc il faudrait qu'on puisse regarder dans toutes ces affaires-là. Mais au-delà de cela, maintenant, il arrive à Lubumbashi et il utilise la pension de 680 000 dollars que nous lui payons du trésor public pour corrompre des jeunes gens pour venir l'accueillir. Moi, je trouve que c'est vraiment un bourreau qui marche sur la misère des victimes qui ont souffert de la mauvaise gestion de Joseph Kabila. Il faudrait que nous puissions nous réveiller en tant que peuple. Il faut qu'on tourne définitivement la page Joseph Kabila. Et je tiens à dire que si Joseph Kabila doit rester encore actif dans notre pays, il faut qu'il abandonne la politique. La loi sur les anciens chefs de l'État ne lui donne pas l'autorisation de continuer à faire ce qu'il fait là. Il est en train de violer cette loi-là et il faut qu'on trouve des voies et moyens de pouvoir l'amener devant la barre pour le condamner pour ça. Nous allons parler un peu de notre secteur. Nous avons clôturé un peu avec la politique. 1 heure de politique, ça va. Nous allons parler un peu de la déclaration de la SIECO parce que les études en République démocratique du Congo, donc vraiment, il faut vraiment qu'on revoie un peu ce grand secteur qu'est l'éducation. Nous allons parler de la Covid-19. Vous le savez, la Covid-19, il y a vraiment autant de morts. Ça a repris le nombre de morts avec la Covid en République démocratique du Congo. La deuxième vague est bien là chez nous. Donc il faut revoir nos gestes barrières, la distanciation sociale. On l'a complètement oublié, mais les morts sont là. Et nous allons parler de l'arrivage des matériaux d'API Congo. Au sujet de l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'issue de consultations sociopolitiques sur la situation sociale et politique. Après lecture attentionnée et objective, le SIECO déclare ce qui suit. Réitérons notre soutien sur l'union sacrée de la nation ayant pour objectif de soutenir le pays du marasme socio-politique connu depuis l'installation du gouvernement de la coalition. Apprécions à sa juste valeur la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre en pratique les accords de Mboudi, gage du bonheur de tous les agents et fonctionnaires de l'État, en général, du personnel de l'éducation et enseignants en particulier. Accueillons avec joie la détermination du chef de l'État de sanctionner les saboteurs de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Pour ce faire, suggérons ce qui suit. 1. Convoquer de manière expresse la commission paritaire ban syndical, ban gouvernemental pour statuer sur les accords d'Mboudi en vue de leur mise en application immédiate pour le bien-être des agents et fonctionnaires de l'État en particulier et des populations congolaises en général afin de sauver cette année scolaire et académique en cours. C'est une rencontre entre la coordination estudiantine provinciale de Kinshasa et la commission communication des risques et engagement communautaire de Covid-19. Les échanges ont tourné autour de la sensibilisation sur les risques de contamination de la Covid-19 dans les milieux universitaires, d'où la nécessité de renforcer les dispositions de réduction des risques, comme l'indique ici
Le professeur Vincent Lukunku, l'un des organisateurs. Tout qui fréquente de loin ou de près le monde universitaire doit se sentir responsable des résultats et des objectifs que nous nous sommes assignés. Ça veut dire réduire sensiblement les facteurs de risque, améliorer l'information sanitaire et surtout faire engager la communauté dans cette voie de promotion, de réduction des risques. Ces réflexions visent une prise de conscience de la communauté estudiantine afin de se protéger contre cette pandémie de Covid-19, soutient Priska Mania, la présidente des étudiants de la RDC. Nous étions ici pour discuter avec la cellule de communication des risques pour la sensibilisation et la communication à risque au niveau des universités. Aussi, nous avons parlé de la création des points focaux qui vont être membres des coordinations afin d'assurer le respect des mesures barrières, l'application des gestes barrières au sein des universités, assurer la communication en cas de contamination et aussi la prévention afin d'assurer que les autres soient protégés. Il sera mis à notre disposition un numéro vert. Notons qu'à l'issue de ces échanges, les participants ont élaboré les modalités d'installation des comités Covid-19, histoire de les responsabiliser. Comme pour répondre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé à l'union sacrée de la République basée sur les valeurs et les résultats, l'entreprise de construction Happy Congo Sarl vient de réceptionner ce jour un lot important des matériaux de construction de maisons modernes. Plus de 2400 maisons, dont 500 témoins, seront construites à la cité Étienne Tshisekedi dans la commune de Lantsele. Le patron de Happy Congo Sarl, Gabriel Chabani-Lissassi, en parle. Vous avez suivi hier le chef de l'État, vous avez suivi son discours. Il a dit on commence le travail. Voilà, nous sommes lundi, le lendemain du tour du chef de l'État. Happy Congo commence le travail. Donc, comme vous avez vu, le premier conteneur est arrivé avec des carreaux, des sanitaires pour construire des maisons à Kinshasa, la cité Étienne Tshisekedi. Nous avons mis un peu notre projet d'abord à cause du coronavirus, parce que les gens n'étaient pas voyagés, les ingénieurs tout consort, mais aussi le climat n'était pas propice. Maintenant que le chef de l'État a ouvert la porte de l'investissement, comme il a bien dit hier, on doit commencer le travail. Effectivement, nous on ne traîne pas, le lundi directement commencer le travail. Le conteneur qui était à Matadi est arrivé hier la nuit, pour commencer le travail. Donc là vous avez le conteneur avec des carreaux, maintenant de la Tunisie et des sanitaires. Donc notre conteneur arrive petit à petit. Ce projet de construction de logements sociaux à moins cher par Happy Congo Sarl rentre dans la volonté du président de la République Félix Tshisekedi de donner aux Congolais les meilleures conditions de vie. Noël Chani, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que dans le plan Marshall, vous avez parlé de l'éducation de ce secteur? Oui. Qu'est-ce que vous avez préconisé pour l'éducation? Dans le plan Marshall, le renforcement des capacités des ressources humaines est une des composantes importantes pour la réussite de tout ce que nous pouvons faire sur le plan de développement. Et en particulier, j'ai utilisé mon propre cas pour promouvoir l'idée de l'accès de tous les Congolais à l'éducation de qualité. Éducation primaire, secondaire, mais également universitaire. Au niveau du primaire et du secondaire, je proposais la gratuité de l'enseignement. Et au niveau de l'enseignement supérieur, la bourse d'études. Moi, je suis un cas typique de cela. J'ai étudié dans une école catholique. Au primaire, au secondaire, on ne payait pas. Si on payait, c'était 1 ou 2 zaïrs pour avoir accès à la bibliothèque. Et quand j'ai terminé l'école secondaire, le gouvernement du Zaïre m'a donné la bourse d'études. Je suis allé étudier en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à terminer mon doctorat avec la bourse de mon gouvernement. Donc, je suis un produit vivant de ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Et je voudrais que tous les enfants congolais puissent bénéficier aussi de cet encadrement-là. C'est ça que j'ai proposé dans le cadre. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Pourquoi il y a des couacs dans cette gratuité? 2 ans Je après... pense que l'annonce de la gratuité a été faite de façon précipitée, sans qu'il y ait suffisamment de préparation. Nous, dans le cadre du plan Marshall, ce que je proposais, c'est que pendant les 5 premières années, qu'on puisse déjà miser sur un budget national d'au moins 20 milliards de dollars
Wow. Avec un budget Nous, de 20 avec 6 milliards, donc avec là, 6 milliards, vous voyez que ça ne tient pas debout. Ça tient pas debout. Donc, les premières 5 années, année après année, un budget de 20 milliards de dollars pouvait permettre d'assurer la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire et monter progressivement pour atteindre donc l'école secondaire. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on indexe beaucoup les catholiques. Hein, disent que les catholiques sont contre les décisions du chef de l'État. Les catholiques ne veulent pas appliquer la gratuité et tout ça. Donc, les catholiques sont contre le chef de l'État. Ça a été dit. Je vais vous dire non. Moi, je suis catholique, donc je ne peux pas blâmer les catholiques pour ça. Et j'ai rencontré... Moi, là, je m'adresse vraiment à un technocrate. Dites-nous pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça tienne? C'est l'État congolais qui ne fonctionne pas. Au niveau déjà des listings des enseignants, j'ai compris qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup de doublons. Il y a des gens qui perçoivent les salaires de 3-4 personnes. Si on arrive à actualiser les listings pour éliminer tous les doublons, et tous les faux aussi, hein. Et les morts, vous allez voir que le nombre d'enseignants qui se trouvent sur les listings et qui sont payés tous les mois ici va être réduit peut-être dans un ratio de 1 à 3 ou 4. Ces épargnes-là qu'on peut réaliser, on peut utiliser cela pour augmenter les salaires de ceux qui restent travailler. Et en ce moment-là, ce qu'ils sont en train de réclamer comme assistance supplémentaire de la part donc de l'État peut leur être donné dans le cadre du budget aujourd'hui qui est alloué donc à ce secteur-là. Donc soyons déjà sérieux pour que nous puissions nettoyer les listings et nous assurer que ceux qui sont payés sont effectivement des gens qui méritent donc d'être payés. D'être enseignants. J'étais d'ailleurs hier avec un compatriote, M. Mabiala, que je salue au passage, qui est expert dans ce domaine-là, qui m'a éduqué là-dessus. Il est spécialiste du secteur de l'éducation pour avoir travaillé non seulement avec des bailleurs de fonds dans ce secteur, mais également au niveau des directeurs à la francophonie. Et il a été utilisé dans plusieurs pays. Je voudrais proposer au chef de l'État que nous puissions l'utiliser pour qu'il apporte son expertise au bénéfice de notre pays. Il va préparer mes mots. Ouais. La télé-sélection aussi, la Covid-19, beaucoup de gens disent que cette deuxième vague, c'est parce qu'en Occident, on a déclaré la deuxième vague, qu'en RDC, on a aussi cette deuxième vague. Est-ce que on ne comprend pas, et comme il cope, on ne comprend plus très bien par rapport à cette Covid. Parce qu'à un moment, il y avait un relâchement total. Relâchement total. Et j'ai des amis qui sont des médecins. Je voudrais saluer Dr Claudia, qui est médecin à Clinique Ngaliema, qui m'a beaucoup éduqué donc, dans ce sens-là. Et Dr Claudia et d'autres médecins dans d'autres hôpitaux. Ils m'ont dit que les hôpitaux sont effectivement pleins. Et tous les jours qu'il y a des gens qui viennent et qui sont atteints de Covid-19, ils disent que notre pays est vraiment en danger. Parce que moi, j'ai voulu comprendre. Est-ce qu'on exagère? Est-ce que ceci? Ils m'ont dit, soyez prudents. Rassurez-vous que c'est une vraie pandémie qui est retournée dans notre pays. Moi, je souhaite que toute la population congolaise puisse respecter les mesures de gestes barrières qui sont édictées par les autorités politiques, mais également les autorités sanitaires. C'est-à-dire, se laver les mains régulièrement, éviter de se faire des bisous, de s'embrasser, garder la distance suffisante entre interlocuteurs. Mais surtout, je demande à tous nos compatriotes de faire ce que j'appelle un confinement volontaire. Au lieu d'avoir un confinement obligatoire, un confinement volontaire, restez chez vous et ne sortez qu'en cas de nécessité pour aller faire des achats de nourriture et consorts. Si vous restez enfermé dans votre maison et que vous n'allez pas au contact avec des gens dans des ngandas ou dans des terrasses, comme on dit, je pense que vous serez protégé et vous allez protéger aussi l'environnement. Nous allons parler aussi d'Api Congo. Vous avez suivi Gabriel Chabani. Il a suivi le mot d'ordre du chef de l'État, Kissa Loumé Banda. Pour vous, la République ou Kinshasa, commençons par la capitale, Kinshasa a vraiment besoin des logements sociaux selon vous? Oui, Kinshasa a vraiment besoin de logements sociaux, mais également toute la République démocratique du Congo d'ailleurs. Quand vous allez dans beaucoup de quartiers ici, vous voyez les conditions dans lesquelles nos compatriotes se logent. C'est vraiment catastrophique. Et je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre parce qu'on vit dans des conditions qui ne sont pas assainies. Il y a des insalubres, des moustiques partout, des eaux pourries. Donc c'est vraiment invivable. Donc je voudrais saluer l'initiative de Gabriel Chabani pour arriver à doter non seulement la ville de Kinshasa, mais également les autres provinces progressivement de ces logements sociaux donc de qualité. J'ai vu que Api Congo donc a un terrain du côté donc d'Insele où ils vont faire donc des premières maisons expérimentales. C'est pour ça que je vous avais posé la question. Pourquoi les tours jumelles là ne pas mettre ça vers Insele où il y a des beaux terrains, des paysages magnifiques? Je voudrais vous répondre. Je demande à Api Congo de me réserver un terrain
dans ces lotissements-là, je vais acheter le terrain et je veux qu'on construise là-bas et je voudrais vivre là-bas pour montrer l'exemple à tout le monde. Wow. Donc c'est un endroit qui est très bien, c'est à côté d'ailleurs du mausolée d'Étienne Tshisekedi. Donc j'ai déjà visité ce quartier, il y a d'autres personnes qui habitent de ce côté-là et je crois que c'est ça les quartiers d'avenir de demain. Donc, la nouvelle ville doit aller vers là-bas. Hein, la nouvelle ville devrait aller là-bas au lieu que tout le monde puisse s'entasser dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse étendre dans les périphéries, qu'on crée donc des nouveaux quartiers de ce genre-là. Mais en le faisant, cela ne veut pas dire que Gombe va perdre donc sa qualité de centre de la République de la Gombe. C'est vraiment une question de curiosité. C'est dans ce cadre-là que je voudrais donc construire la tour jumelle, les 2 tours jumelles à la Gombe, mais également avoir des résidences dans la périphérie. J'ai quand même un Américain de cœur avec moi, c'est une question de curiosité, donnez-moi une minute. Les élections aux États-Unis, c'est la première fois qu'un président sortant n'a pas félicité l'entrant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes presque fin décembre, toujours rien, toujours comme un genre de statu quo. Trump, c'est pour la première fois qu'il dit non aux élections, qu'il y a trucage des élections aux États-Unis, il a créé un fossé. Je vois dans les images qu'il y a des batailles entre les pro-Trump et les pro-Biden. Vous avez vécu là-bas. Trump a-t-il raison? Trump en fait-il trop? Ou il y a aussi quelque chose de pas bien dans les élections américaines? Vraiment une question de curiosité parce que j'ai un Américain de cœur avec moi. Je voudrais dire que depuis que moi je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu Trump évoluer et augmenter dans la société, monter des galons dans la société, non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais progressivement se préparant à entrer en politique. Trump reste Trump. Il est ce qu'il est. Tout, c'est pour lui. Les autres vont venir après. Aujourd'hui, il a perdu les élections. Bon. Il n'accepte pas, en fait. Il accepte qu'il pas. Accepte, qu'il n'accepte pas. Il a accepté qu'on mette en place l'équipe de transition qui prépare la passation de pouvoir. Il a déjà accepté cette équipe. Il n'a pas de choix, donc en réalité, il a accepté, mais il espère que peut-être les tribunaux pourraient renverser les résultats dans tel ou tel État, mais je ne vois pas comment il peut arriver donc à récupérer la présidence de la République. Donc, il peut ne pas accepter. Les lois américaines sont très claires. Il y aura passation de pouvoir au mois de janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier et président Joe Biden, que je salue au passage parce qu'il est issu d'un État, l'État de Delaware. Démocrate ou républicain? Êtes-vous démocrate ou républicain? Je sens que vous êtes démocrate. C'est curieux. Aux États-Unis, s'il faut choisir entre les deux, je me suis toujours considéré donc un démocrate conservateur, à la frontière d'être républicain, mais beaucoup plus donc un démocrate. Donc je suis un démocrate conservateur. Moi je suis fortement démocrate, donc vivement le 20 janvier pour que nous voyions Joe Biden et Kamala Harris à la tête des États-Unis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas les démocrates en République démocratique du Congo. Ils ont peur. L'exemple de Bill Clinton, les Clinton, paraît-il qu'ils étaient pro-rwandais. Donc les démocrates n'ont pas bonne figure en République démocratique du Congo. Ce sont des extrapolations et je voudrais rassurer mes compatriotes que l'équipe de Joe Biden inclut déjà quelques Africains. Le secrétaire d'État adjoint au Trésor, c'est-à-dire le ministre d'État américain au Trésor, c'est un Africain d'origine nigériane. Et il y a aussi une dame d'origine congolaise ou qui est mariée à un Congolais, qui était directrice de campagne adjointe de Joe Biden. Donc, je ne crois pas que les démocrates vont venir nécessairement pour aller soutenir un agenda anti-République démocratique du Congo. Bien au contraire, c'est à nous de nous organiser pour capturer les démocrates et leur montrer que nous faisons donc des réformes qu'il faut pour faire avancer l'agenda de développement du pays. Et nous allons avoir la sympathie de ce groupe donc de politiciens aux États-Unis d'Amérique. Voilà, nous allons clôturer, mesdames et messieurs, par toujours le social. Nous allons parler de Bandal Bopeto et de l'évolution de l'avenue Lenguessa, parce que nous devons parler des routes, parce que quand je vois les images des États-Unis, les routes aux États-Unis, c'est impeccable. Et je vais poser la question, quel est l'impact des routes? De fois, on ne comprend pas que les routes, c'est vraiment un élément clé dans le développement d'un pays. Nous allons terminer par ça. Ils sont partis de la place Bakayaou sur l'avenue Kassavoubou. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka, accompagné de Bailonga Ibene, bourgmestre de la commune de Bandalungwa, se sont intéressés à visiter les caniveaux longeant la dite avenue avant de pénétrer le quartier Bisengo pour vérifier le déroulement de l'opération Kinbopeto. Salubrité des avenues, curage des caniveaux, l'autorité provinciale de l'Intérieur s'est dit satisfait. Quand l'environnement est sale, c'est que la population est exposée à beaucoup de maladies. Et aujourd'hui, j'étais à la commune de Bandalungwa, donc je suis là juste pour appuyer les bourgmestres
pour qu'ils puissent bien faire leur travail. J'étais partout, je venais des cités. Maintenant, je vais atterrir à Bandal. J'ai vu, c'est bien fait. Nous avons sillonné dans les avenues. Nous avons trouvé que la population de Bandal a pris quand même cette initiative en main. Eux-mêmes, ils ont commencé à assainir les milieux, c'est une bonne chose. Je les salue et je les félicite. Bravo à la population de Bandalou. Bien avant l'arrivée de Sam Leka, Bailonga Ibene a eu à sensibiliser ses administrés sur l'assainissement en cette période de la deuxième vague de la Covid-19. Nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 à Kinshasa. Donc on profite de l'occasion, sensibiliser pour l'assainissement ainsi que pour la Covid-19 pour que les gens prennent conscience que la maladie est là, nous devons nous protéger et respecter des mesures barrières. Oui, je leur ai dit de curer les caniveaux, de mettre très souvent la javel dans l'air sanitaire, c'est très important, c'est pour éradiquer ces microbes, de nettoyer des maisons avec la javel pour que quelqu'un qui a marché, quelqu'un qui avait par exemple la Covid dans ses chaussures, ne puisse pas laisser ces virus sur le sol. Le curage des caniveaux du terrain Adi au quartier Lingwala a été le point de chute de l'opération Bandal-Bopeto de ce samedi. Près d'un mois après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui accompagnait le maître d'ouvrage Jean-Tini Ngobila, le travaux de réhabilitation et de construction de l'avenue Pierre-Elengesa s'accélèrent en dépit des difficultés financières dues à la Covid-19. Actuellement, 2,800 km de routes sur 6 sont déjà asphaltés. Des caniveaux sont en train d'être posés et le terrassement de l'autre versant est en cours pour atteindre l'avenue Bypass. Entre-temps, la partie déjà enrobée est en train de recevoir de marquage. L'entreprise a construite poursuit les travaux sous un regard satisfait des bénéficiaires. L'avenue Pierre-Elengesa vient désenclaver plusieurs communes. Pour le moment, tout le monde difficulté aux azoutes, la maternité partout Tamboul nayo. Conscient que la Covid-19 a produit des effets négatifs sur l'économie de la ville, c'est qui nous encourage Jean-Tini Ngobila à aller jusqu'à la fin avec ses travaux. Je remercie le gouverneur et loko yakindoto comme ce réalité. Les autres se retrouvaient que mort comme dans l'hôpital babenga Ngono Maria, mort que wana camion comme type meni ya wa ponza ba corps pour que faciliter ya makadam. Donc place wana penza ata biso beta penza ba boko ebele. Tozo tika to boka ba fleur, to boka ba fleur, pas gouverneur, bo continuer bo lembangote. Visiblement, la réhabilitation de cette route vient aussi valoriser les quinois de ce coin qui étaient hier marginalisés. À en croire l'entreprise a déconstruite, les travaux prendront fin dans 4 mois. Ici est de noter que l'avenue Pierre-Elengesa traverse 6 communes, notamment Kalamou, Makala, Selembao et Mongafula. Noël Chani, les infrastructures, les routes. Beaucoup pensent que les routes ne servent qu'à se déplacer, tout ça. Mais pourtant, les routes sont un élément indispensable dans le développement d'un État. Parce que moi, je me rappelle, je suis allé à Jobourg et je suis allé à Cape Town en voiture. Mais chez nous, c'est impossible d'arriver à Kinshasa et d'aller à Lubumbashi en voiture. Impossible. Vous qui avez vécu aux États-Unis, vous avez vu l'état des routes. C'est magnifique. Mais pourquoi chez nous, on néglige les routes? Pourquoi on néglige les routes? J'ai toujours dit que notre pays a manqué de vision de développement depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé le plan Marshall de Noël Chani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Dans ce plan, un des programmes importants, c'est la construction des infrastructures de base. Construire donc des routes et des autoroutes qui aillent des bananas, qui passent par Kinshasa et qui arrivent par le Kasaï et qui arrivent jusqu'à la province orientale ou qui partent de Sakanya au bas du Katanga jusqu'à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine. Donc, nous devons relier toutes les provinces de la RDC et nous sommes capables d'aller d'une province à l'autre, n'importe où, en République démocratique du Congo, par route ou bien par chemin de fer.
les routes créent l'environnement du développement économique. Par exemple, si on a développé l'agriculture au niveau de Bukangalonzo, on produit les maïs ou les maniocs là-bas, on ne va pas tout consommer à Bukangalonzo. On peut prendre ça, vendre à Sakania, vendre à Aru, à Kisangani ou bien au Bakongo. Tous ces déplacements doivent se faire par route. Donc les routes créent l'environnement du développement pour le développement économique du pays. Moi, je considère que c'est une priorité des priorités. Toutes ces infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité, si nous mettons ces mécanismes-là en place dans toute la République démocratique du Congo, on va créer des conditions pour attirer des investissements, des entreprises qui vont naître comme des champignons et ils vont produire partout parce que quand elles savent que quand elles ont produit, les productions ne vont pas moisir dans leurs mains. On peut les écouler donc ailleurs où il y a la demande. Le chef a bien dit Kisaloumé Banda. Kisaloumé Banda, et moi je voudrais... Mais vous avez mis l'accent sur l'électricité et l'eau. Mais là permettez-moi, je suis presque en colère, là vous vous foutez des Congolais. Parce que moi, chez moi, par exemple, à Massina, là où j'habite actuellement, j'ai fait une semaine, à Petro-Congo, j'ai fait une semaine sans courant. Pas d'électricité du tout. Dans une compagnie comme Seb Congo, il y a coupure de courant à Seb Congo qui se trouve vers Massina. Vous trouvez ça normal? On va se développer comment sans courant électrique? Je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout. Je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout normal. Et moi, j'habite la Gombe. Mais à la Gombe, il y a des coupures d'électricité 20 fois par jour. Et ça, c'est le coin le plus hypé de la République. 20 fois de coupures d'électricité par jour. Je voudrais en profiter pour blâmer sérieusement la SNEL. Et mon ami à moi, mon beau-frère, André Alain Atondo. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est président du conseil d'administration de la SNEL. Est-ce que c'est lui qui gère la SNEL au quotidien, André? Il est président du conseil d'administration. Il n'a qu'à s'organiser avec la direction générale de la SNEL pour nous donner de l'électricité tous les jours. Je vous informe, quand j'étais à Tokyo, au Japon, on m'a dit que pendant les 25 dernières années, il n'y a pas eu coupure d'électricité même pendant 1 minute. Pendant 25 ans, pas d'1 minute de coupure d'électricité. Il va falloir qu'un jour, le président Félix Antoine Tshisekedi mette comme critère de performance pour des entreprises telles que la SNEL, telles que la Régie des eaux. Moi, si j'étais président de la République, je vous nomme PCA ou bien directeur général ou directeur à tous les niveaux là, et vous me signez à l'avance la lettre de démission. S'il y a coupure d'électricité pendant 1 minute, ne venez pas au travail, vous êtes parti. Donc, quand on va avoir des critères de performance de ce genre-là, je pense que les gens vont travailler sérieusement. Et je voudrais que l'inspection générale des finances aille auditer, aille inspecter ces entreprises publiques. Pourquoi? Parce qu'elles dégagent beaucoup d'argent, sauf que l'argent est détourné et finalement, il n'y a pas réinvestissement dans l'outil de production. Nous devons prendre ça au sérieux parce que c'est ça quand on dit la qualité de la vie de la population congolaise. C'est d'abord l'accès à l'eau, à l'électricité. Je suis allé à Bibois il y a quelques semaines et j'ai vu des petits-enfants qui étaient en train de tirer de l'eau dans des bidons jaunes là, et un enfant tirait un grand bidon comme ça, un enfant d'à peu près 8 ans, entre 8 et 10 ans, elle a attaché le pagne de sa mère à un bidon, elle est en train de tirer. Et quand tu regardes la petite fille, elle avait beaucoup de cheveux, et tu regardes dans les cheveux, tu vois qu'il y a du sable dedans, très sale. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais que tu es très belle? Elle me dit oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne te laves pas? Elle me regarde avec beaucoup de peine, elle me dit, je voudrais bien me laver, mais je me lave seulement 1 fois par semaine, parce que l'eau que je tire là, c'est pour permettre à ma mère de pouvoir préparer à manger pour qu'on puisse manger, et on n'a pas assez d'argent. Ce bidon-là nous coûte 500 francs. C'est plus 500 francs. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est abominable. Dans un pays comme le nôtre, où les enfants ne peuvent pas avoir... Il y a un fleuve d'eau douce ici à Kinshasa. Pas croyable, il y a des rivières, rivière Ndjili, il y a des rivières comme ça, et on n'a pas d'eau à Kinshasa. Nous devons faire mieux que ça. Mais pourquoi nos députés, c'est une question qu'un internaute m'a postée, il me l'a postée tout de suite là. Pourquoi nos députés à nous, que nous avons élus, pourquoi ils ne se battent pas à l'Assemblée nationale pour ça, pour le courant, pour l'électricité, pour les routes? Pourquoi ils ne se battent pas comme ils se sont battus là pour le courant, l'électricité et l'eau? Vous savez qu'ils étaient, je ne veux pas les défendre, mais ils étaient dans un système où les priorités étaient ailleurs. Comme le président de la République vient de déclarer que Salomé Banda, il faudrait que ça commence réellement, qu'on commence à travailler et que les députés mettent sur la table les lois qui cherchent à améliorer les conditions de vie, notamment la disponibilité de l'eau, de l'électricité, l'accès de tous aux soins de santé, l'accès de tous à l'éducation. Donc ces choses qui touchent
à la qualité donc de l'homme et de la femme congolais. Beaucoup. Ça doit être la priorité des priorités. Merci Noé Chani d'être passé à la barre. Merci à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision. Parce que moi, je ne reçois pas n'importe qui. Peut-être que je reçois déjà le futur gouverneur de la Banque centrale. Hein, parce que beaucoup qui sont passés ici sont devenus ministres, vice-ministres. Congo Web est fou là, Batou. Même ce gouverneur, gouverneur de la Banque centrale. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique, à Moïse Gigandou, à Gigi Bambé. Merci à vous. Et restez nous fidèles et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.